remercie l'AMCAR en souhaitant qu'on pourra avoir prochainement des réunions présentielles puisque la situation, on en a parlé un petit peu avant, est très difficile. On a l'impression de passer sa vie entre les patients et Zoom et entre Zoom et les patients. Et j'espère que pour tout le monde, la situation s'améliorera probablement après les vacances scolaires de cet été, souhaitons-le, grâce au vaccin. Donc, ma présentation aujourd'hui va parler de la prise en charge des dyslipidémies. Voici mes conflits d'intérêts, le principal étant que je suis cardiologue. Et je vais me reposer pour cette présentation essentiellement sur les grands messages et expliquer pourquoi des recommandations de la Société européenne de cardiologie et de la Société européenne d'athérosclérose de 2019 sur la prise en charge des dyslipidémies. Je vais m'appuyer sur un aspect très pratique. Quand je suis cardiologue, je demande un bilan lipidique et j'ai 4 paramètres, mais 3 on va regarder. Le HDL cholestérol, est-ce que je dois le considérer comme un bon cholestérol? Les triglycérides, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont acquis vraiment le statut de facteur de risque et est-ce que ça doit m'encourager à prescrire des fibrates? Et enfin, le LDL, on sait que c'est la cible du traitement, mais jusqu'où le diminuer et quand dois-je lever le pied quand il est trop bas? Mes messages qui seront répétés à la fin sont les suivants. Aujourd'hui, le HDL n'est plus un facteur de risque. Le statut des triglycérides reste ambigu et tout se concentre sur le LDL qui est un authentique facteur de risque cardiovasculaire. Le plus bas, et je n'ai aucune hésitation à descendre jusqu'à 2 grammes par litre, 0,2 grammes par litre est le mieux. Le plus longtemps, le plus bas est le mieux, ça veut dire qu'on ne lève pas le pied. Et tout l'effet du traitement des dyslipidémies passe par la baisse du LDL et je vais essayer de le démontrer. Donc, comme cardiologue, on doit se considérer comme des éradicateurs du LDL. HDL. Quel est le statut du HDL? En 1977, le HDL émerge comme facteur de risque suite à l'étude de Framingham qui montre que plus le HDL est bas, plus le risque d'événements cardiovasculaires est élevé. Vous avez ici les hommes en bleu, les femmes en rose. Et vous voyez qu'effectivement, plus le HDL est élevé, moins il y a d'événements cardiovasculaires. Problème, cette étude repose sur moins de 3000 personnes, n'a évalué que les événements cardiovasculaires coronaires et n'a totalisé que 142 événements. En 2016, révolution, une étude canadienne qui est parue dans le JACC, 631 000 patients, 17 000, quasiment 18 000 décès, a évalué l'effet, la relation entre le HDL et le pronostic des patients à 5 ans. Et vous voyez, ne serait-ce que dans la strate qui a moins de 0,30 g, on a plus de 12 000 patients. Dans celle qui a plus de 0,9 g, on a plus de 17 000 patients. Vous voyez qu'on est très loin des 2800 et bien sûr, au milieu, on est dans les 150 000 patients. Donc, on a une courbe de Gauss énorme qui nous permet surtout de voir, d'avoir beaucoup de patients dans ces extrémités, alors que dans l'étude de Framingham, on en avait très peu. Deuxième avantage de cette étude, après avoir enrôlé énormément de patients, c'est qu'elle a totalisé énormément d'événements et qu'elle a pris en compte non pas les événements coronariens dont il est toujours difficile de dire est-ce que c'est un infarctus, un angor-instinct, mais les décès cardiovasculaires, les décès par cancer et les autres décès et bien sûr la mortalité totale. Et qu'est-ce que l'on constate dans cette étude? C'est qu'en fait, plus le cholestérol HDL est bas, plus le risque d'événements, toutes sortes de décès est élevé, dont les décès par cancer. Mais plus le HDL augmente, plus le risque d'événement augmente. Et on a une vraie courbe en J, tant chez l'homme que chez la femme. Et on s'aperçoit en fait que d'avoir un cholestérol supérieur à 0,9 chez l'homme, c'est plus mauvais que d'avoir un cholestérol inférieur à 0,31 ou enfin, compris entre 0,31 et 0,40. Et les 3 types de décès sont augmentés. Donc, le HDL ne peut pas apparaître de ce fait comme un facteur de risque. Sinon, comment expliquer que les autres causes de décès soient plus importantes quand le HDL est élevé que quand il est moyen et qu'il soit encore plus important quand il est bas, ou que les décès par cancer soient plus importants quand il est élevé que quand il est moyen et plus important encore quand il est bas. Et cette étude va être confortée les années suivantes par un registre européen de plus de 150 000 patients. Donc, vous avez encore ici les hommes et les femmes. Et on va retrouver cette courbe en U ou en J pour la mortalité cardiovasculaire
pour la mortalité par cancer et pour la mortalité par autre cause, va être confirmé l'année suivante par une étude parue au Congrès de la Société européenne où vous avez la même chose. Et ici, on est en mortalité totale. Et vous voyez qu'un HDL à 0,8, c'est comme avoir un HDL à 0,20 en termes de risque de mortalité. Donc, dire quand le HDL, suivant les recommandations françaises, est supérieur à 0,6, il faut retirer un point dans la grille de risque, c'est complètement faux, il faudrait quasiment en ajouter un. Et ce sera confirmé encore par une autre étude qui a eu lieu en Asie, où on va retrouver avec la mortalité de coup de cause une courbe en U. Donc, on peut admettre aujourd'hui que le HDL n'est plus un facteur de risque. Et d'ailleurs, les recommandations en 2019 ont repris le message, mais déjà en 2016 le disaient, le HDL n'est pas une cible du traitement. Recommandation 3, il ne faut pas faire. Il ne faut pas chercher à augmenter le HDL. Est-ce que tout est dit? L'avenir nous le dira, parce que le HDL, ce que l'on dose, c'est vraiment une association de tout un tas de choses, plusieurs sous-particules de HDL. Il est possible qu'il faille agir sur certaines et pas sur d'autres. Nous le saurons dans les années à venir à travers différentes études. Donc, retenez le premier message, le HDL n'est pas le bon cholestérol. Deuxième message, les triglycérides. Est-ce que c'est un facteur de risque? Pour le savoir, il suffit de regarder si quand on baisse les triglycérides, on diminue les événements. L'étude d'origine, 12 500 patients avec une dysglycémie ou un diabète, oméga 3 contre placebo, critères primaires décès cardiovasculaire. Vous voyez ici les paramètres lipidiques dans le groupe oméga 3 et dans le groupe standard. Le seul qui est varié significativement est la baisse des triglycérides. Donc, on a un avantage, on a une étude où on a un effet pur sur les triglycérides sans autre effet. Si les triglycérides sont un facteur de risque, on devrait avoir une diminution des événements. Et vous voyez ici à droite que quel que soit l'événement pris en compte, décès cardiovasculaire, infarctus du myocarde, AVC ou décès cardiovasculaire, décès toute cause ou décès par arythmie, il n'y a aucune différence entre le groupe traité avec un recul de 6 ans et le groupe placebo. Baisser les triglycérides n'ont pas de bénéfice. Changement complet en 2019, comparé l'étude REDUCE-IT qui va évaluer un oméga 3 particulier. Donc, les oméga 3 sont constitués de l'EPA et de la DHA. Et là, avec une très forte dose d'EPA uniquement, donc sans DHA, à 4 grammes par jour, on baisse les triglycérides en gros de 20%, mais on baisse aussi le LDL de 6%. Et en 4 ans, on a une réduction de 25% des événements cardiovasculaires majeurs. Alors, surprise, est-ce que c'est lié à la molécule? Est-ce que c'est lié à la baisse des triglycérides qui a été plus importante? Est-ce que c'est lié au fait que le placebo dans cette étude était une huile minérale dont certains pensent qu'elle pourrait avoir des effets adverses qui ont favorisé le traitement? Et l'an dernier, surprise, 13 000 patients enrôlés dans une étude Strange, oméga 3 toujours à forte dose, mais cette fois-ci EPA plus DHA contre placebo, et le placebo est ici de l'huile de maïs. L'étude est arrêtée avant son terme à 42 mois pour une raison simple, qu'on ait les oméga 3 ou l'huile de maïs, et les triglycérides ont baissé exactement de façon de même ampleur que dans l'étude REDUCE-IT, on n'a aucun bénéfice. Et donc aujourd'hui, on a 2 études avec 2 oméga 3 différents, mais 2 placebos différents qui toutes les 2 ont inclus un grand nombre de patients. Regardez, le LDL médian dans chacune de ces 2 études était 0,75, les triglycérides au-dessus de 2 grammes, 2,40 g dans Strange, donc c'est bien la cible du traitement contre les triglycérides, un HDL qui est relativement bas, 0,36 et 0,40, et des effets complètement différents. Dans REDUCE-IT, le risque d'événement était beaucoup plus important, quasiment le double que dans celui de Strange, et la baisse des triglycérides a été de même niveau. Donc aujourd'hui, la conclusion, c'est le statut des triglycérides reste ambigu et on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Que disent les recommandations de 2019? Chez les patients qui ont une hypertriglycéridémie, si on accepte que c'est un facteur de risque, le premier objectif est de baisser le risque cardiovasculaire et donc le traitement de première intention. Les statines sont le traitement recommandé comme premier traitement de choix pour réduire le risque cardiovasculaire chez les patients qui ont une hypertriglycéridémie, c'est-à-dire supérieure à 2 grammes. Donc, vous auriez tendance à dire triglycérides supérieurs à 2 grammes, je mets un fibrate. Non, c'est une statine avec un niveau de recommandation 1. Si malgré la statine, les triglycérides restent élevés, on peut rajouter quand elle sera disponible, donc l'icosapent éthyle, 4 grammes par jour pour réduire le risque conformément à l'étude REDUCE-IT.
Est-ce que tout est dit? On ne le sait pas. Il y a actuellement en développement des molécules qui ciblent des effecteurs du métabolisme des triglycérides qui baissent de façon puissante autour de 50 à 60% de façon de prolonger les triglycérides. Voici pour une molécule, voici pour une autre. Et des essais thérapeutiques de grande ampleur sont en cours pour évaluer ces molécules. Donc les triglycérides, vous l'avez compris, on ne peut pas admettre aujourd'hui qu'ils sont un facteur de risque et le traitement de première intention n'est pas un fibrate. Le LDL, jusqu'où le diminuer? Alors, la révolution des recommandations d'il y a 1 an et demi de l'ESC est toujours plus bas et encore plus bas. Si vous êtes un patient à très haut risque cardiovasculaire en prévention primaire ou vous êtes en prévention secondaire, il faut atteindre un objectif de moins 0,55 g par litre de LDL cholestérol. Si vous êtes à haut risque, entre guillemets simplement, il faut obtenir un LDL en dessous de 0,7. Si vous avez fait dans les 2 ans 2 événements cardiovasculaires, que ce soit dans le même territoire ou dans 2 territoires différents, il faut obtenir un LDL en dessous de 0,40 g. Si vous êtes à risque modéré, il faut être en dessous de 1 g et le tout venant doit être en dessous de 1,16 g. Donc vous voyez les cibles, ça n'est plus du 1,30 g ou du 1,50 g, mais du 1,16 g, le taux maximal autorisé. Vous voyez qu'ici, pour les triglycérides, il n'y a pas d'objectif fixé, mais qu'il est mieux d'être en dessous de 1,50 g. Le non-HDL peut être une cible aussi envisagée, que l'ApoB peut aussi être une cible envisagée, mais comme on ne les dose pas ou on ne les calcule pas, le LDL est beaucoup plus simple. Les triglycérides, pas d'objectif. Chez les patients en prévention primaire qui ont une hypercholestérolémie familiale et qui sont considérés à haut risque, on n'est pas à 0,70 mais à 0,55 g. Pourquoi ces changements? Tout simplement parce que dans les années écoulées, on a eu la réponse à 4 questions. Première question, est-ce que les statines diminuent la mortalité totale en prévention primaire? La réponse est oui. Est-ce que les statines sont le seul traitement efficace, ce que l'on pensait jusqu'à 2015? La réponse est non. Est-ce que les statines ou un LDL trop bas procurent des troubles de la fonction cognitive? La réponse est non. Est-ce qu'il est utile de descendre en dessous de 0,7 ou 0,5? La réponse est oui. Et on va voir chacun de ces éléments. Premier élément, nous disposions de 4 méta-analyses sur des études de prévention primaire qui avaient évalué la mortalité totale. Dans ces 4 méta-analyses, on avait en gros une réduction de 8 à 10% de la mortalité totale qui était parfois non significative, parfois l'était, parfois l'était, parfois l'était pas. Et donc, on pouvait utiliser les arguments qu'on veut. Et donc, les collaborateurs du groupe Cochrane se sont dit, on va refaire la méta-analyse en ne prenant que les études qui sont les mieux faites. Et ils publient en janvier 2011 une étude avec le premier nom Taylor pour juger en ne prenant que les études les mieux faites, et vous voyez, on tombe à 34 000 patients plutôt que les 40 ou 60 et quelques mille, pour juger s'il y a une réduction de la mortalité totale. Et la réponse est oui. 16% de réduction de la mortalité totale, donc janvier 2011, en prévention primaire, avec les statines, et c'est très significatif. Ils referont la même étude en janvier 2013 en ajoutant 2 études parues entre-temps, et ils auront le même chiffre. Là, cette fois, ce sera moins 17%. Est-ce que les statines sont le seul traitement efficace? On l'a longtemps pensé, puisque les seuls essais positifs étaient ceux avec les statines, au point qu'on ait parlé d'effet pléiotrope et de ne pas savoir trop s'il fallait baisser le LDL. Et en 2015, paraît une étude qui s'appelle IMPROVE-IT, 18 000 patients, ézetimibe contre placebo en plus de statine. Alors, la réduction relative du risque est très faible, c'est moins 7%, mais on a un bénéfice significatif de réduction des événements en prévention cardiovasculaire secondaire sans effet notable. Et donc, à partir de ce moment-là, les statines ne sont plus le seul traitement efficace. En 2017, 3 autres études, Fourier avec l'évolucumab, un recul qui est assez faible, qui est de l'ordre de 2,5 ans, et pareil, évolucumab contre placebo, donc un anti-PCSK9, on a une réduction de 15% des événements cardiovasculaires et vous voyez que c'est très significatif. Si l'on regarde à quoi est dû le bénéfice du traitement, on prend ici ce qu'on appelle la droite de régression entre la baisse du cholestérol LDL en absolu, donc pour 1 millimole, on a 22% de réduction des événements à 5 ans, et l'étude IMPROVE-IT va se situer sur la droite de régression.
Vous avez ici ce que l'on obtient dans la méta-analyse faite avec toutes les études contre statine sur les événements coronariens, les événements, etc. Et quand on regarde ce qu'on a obtenu dans Fourier avec l'évolucumab, vous voyez qu'on est exactement au même niveau d'effet. Et donc, tout passe par la baisse du LDL cholestérol. Dès lors qu'on a une baisse équivalente pour 1 millimole, on a le même effet. Année 2018, par contre, troisième étude, Odyssey Outcome, avec l'alirocumab chez des patients qui ont un syndrome coronaire de moins d'1 an. Et pareil, dans un recul qui est situé entre 2,5 et 3 ans, donc 2,8 ans, on a une diminution significative et de 15% en valeur relative des événements cardiovasculaires majeurs. Donc, les statines ne sont plus le seul traitement efficace. Est-ce que les statines en elles-mêmes ou un LDL trop bas peuvent procurer des troubles cognitifs, ce que beaucoup craignaient? Ici, une étude, donc son complément qui s'appelle HOPE Cognition, HOPE 3, rosuvastatine contre placebo. On prend les patients de plus de 70 ans, 5 ans de recul, et on évalue par 3 tests différents les fonctions cognitives. Vous avez en jaune le groupe placebo. Alors, avec ce test-là, quand ça diminue, les fonctions cognitives diminuent. Avec ce test-là, quand la valeur augmente, les fonctions cognitives diminuent aussi. Et le problème est très simple. Malheureusement, avec l'âge, au bout de 5 ans, quand on a plus de 70 ans, on perd un petit peu de ses fonctions cognitives. Mais qu'on ait un placebo ou une statine, vous voyez qu'on a exactement le même effet. Les statines ne modifient en rien le déclin des fonctions cognitives. Dans l'étude Fourier, une sous-étude qui s'appelle Ebbinghaus va regarder, en prenant un test qui s'appelle le Cantab, est-ce qu'il s'est modifié entre l'inclusion dans l'étude et le suivi, suivant le LDL atteint, plus de 0,4, entre 0,25 et 0,4 et moins de 0,25. Alors, dans le groupe placebo, on n'a aucun patient à moins de 0,25, mais on a 661 patients dans le groupe traité. Ici, vous avez pareil. Et vous voyez que vous soyez sous placebo ou sous traitement, même si le LDL descend en dessous de 0,25, le test de fonction cognitive par rapport à l'état de base ne s'est pas modifié. Il n'y a pas d'effet d'un LDL trop bas sur les fonctions cognitives. Enfin, est-ce qu'il faut descendre en dessous de 0,7 voire 0,5? Vous aviez ici un premier enseignement dans le Lancet en 2010 qui était une méta-analyse de toutes les études faites avec les statines forte dose contre faible dose, statine contre contrôle le plus souvent placebo ou tous essais. Et vous avez ici le bénéfice relatif, ici, pour une baisse d'1 millimole de LDL, et que le LDL au départ soit à moins de 0,2, c'est-à-dire à moins de moins de 2 millimoles, c'est-à-dire à moins de 0,80 de départ ou à plus de 3,5 millimoles, vous avez un effet qui est homogène, que vous utilisiez une plus forte dose de statine contre une plus faible dose, statine contre contrôle, et vous voyez ici que le LDL soit en dessous de 2 millimoles, vous le baissez d'1 millimole, donc vous arrivez en dessous de 0,4, vous avez le même bénéfice que quand vous partez de beaucoup plus haut. Donc, il n'y a pas de bénéfice qui soit lié au LDL de départ. Le bénéfice est strictement proportionnel à la baisse absolue du LDL. Dans l'étude Fourier, les patients avaient au départ en moyenne l'équivalent de 0,9 g de LDL, et les anti-PCSK9 étant très puissants, baissent en moyenne de 50 à 60% le LDL. Et vous voyez que dans le groupe traité, pendant toute l'étude, et c'est une moyenne, on avait 0,30 g de LDL. Donc, on est très bas. Et le bénéfice s'est manifesté significativement sur le critère primaire qui associait les revascularisations coronaires, les angores instables et le critère classique. Mais quand on prend que le critère classique, décès cardiovasculaire, infarctus et AVC, on est en moins de 3 ans à moins 20%, en ayant baissé le LDL de 0,9 à 0,30. Vous avez ici dans la même étude une chose particulière, le LDL, la courbe de Gauss des patients sous placebo, et le LDL, la courbe de Gauss des patients sous traitement. Donc 0,9 en moyenne sous placebo, 0,3, mais vous voyez qu'on a des patients qui sont très très bas et même à 0. Et ici, vous avez l'incidence de tous les événements décès cardiovasculaire, infarctus, AVC, angores instables et revascularisation coronaire en fonction du LDL atteint. Et là, les 3 événements, infarctus, AVC et IDM, en fonction du LDL atteint. Et vous voyez que même pour 0,5 millimoles, c'est-à-dire en gros 0,2 g de LDL, eh bien, il vaut mieux avoir 0,2 g que 0,4, que 0,8, etc. On a vraiment une relation linéaire sous traitement entre le LDL atteint et le risque d'événement. Et donc, la synthèse pratique de ces études, elle s'exprime comme ça.
Pour toute différence absolue en millimoles de LDL, j'aurai une diminution relative du risque d'événement cardiovasculaire. Et en gros, à toute diminution d'une millimole, c'est-à-dire de 0,40 g de LDL, correspond en 5 ans une diminution en gros de 25% des événements cardiovasculaires. Tout à l'heure, j'ai fait une petite extrapolation que je vais modifier. Ça, c'est la droite de régression à 5 ans. Si on fait bien à 5 ans et qu'on remet une Improvit dans la droite, on est ici. Par contre, quand on met l'étude Fourier, on est en dessous. Et en fait, l'artifice a été de regarder cette méta-analyse, mais à 2 ans. Et ce qu'on va s'apercevoir, c'est que au bout d'un an de traitement pour une millimole de réduction, vous avez 12% d'événements en moins. Au bout de 2 ans, 17%. Au bout de 3 ans, 20%. C'est-à-dire que le bénéfice s'amplifie au fil du temps. Toute millimole de réduction du LDL, si vous pouvez la maintenir, a un bénéfice qui grandit au fil du temps. Et quand je redessine ce que je vous ai montré ici avec des droites, à 2 ans, le bénéfice de Fourier, il est bien sur ma droite de régression. Si l'étude avait duré 3 ans, on aurait sûrement été là. Si elle n'avait duré qu'1 an, comme l'ont été les études avec un autre anti-PCSK9, on était sur la droite de régression d'1 an. Donc, ce que je vous ai montré ici, c'était l'effet à 2 ans dans les études statines contre placebo que vous avez ici et l'effet à 2 ans dans Fourier qui est bien concordant. Quand on regarde les registres, les études en randomisation mendélienne, donc ça c'est notre droite de régression pour 5 ans, à 12 ans de recul, pour une millimole de diminution du LDL, on a 33% d'événements en moins et à 52 ans, on a 54%. Plus on maintient longtemps la baisse du LDL, plus le bénéfice est important. Et donc, de quoi dépend le traitement? Du temps, du niveau de base du LDL, de l'amplitude de régression du LDL et du fait qu'il n'y ait pas d'effet secondaire. Et en prenant ce schéma où on pense qu'à 4-5 ans, on a une réduction autour de 22-25%, il est très facile de prédire le résultat qu'il y aura dans un essai thérapeutique. Je prends 3 essais avec des patients dont le LDL de base est à 2 grammes, ou 1 gramme, ou à 0,50 g, vous avez ici la traduction en millimoles, et j'applique dans un essai un traitement qui diminue le LDL de 50%, et dans les autres, un traitement qui diminue le LDL de 15%. Si j'ai 5,2 millimoles et que je réduis de 50% mon LDL, ma baisse absolue va être de 2,6 millimoles et donc j'aurai une réduction des événements cardiovasculaires en 5 ans de 57%. J'applique ce traitement à des patients dont le LDL de base est bas, 0,50 g, c'est-à-dire 1 millimole 3. Je baisse mon LDL de 0,6 millimoles et je n'ai que 14% de bénéfice, ce qui peut être significatif si j'ai une grosse population, mais on voit bien qu'on a le même bénéfice qui est prédit par le LDL, sa valeur relative, elle dépend du niveau de départ. Si sur mes 2 grammes par litre, je prends un traitement qui baisse de 15% le LDL, je vais avoir une réduction non pas de 2,6, 1,56, mais seulement de 0,78 millimoles par litre du LDL, et donc une réduction des événements en 5 ans qui ne sera que de 17%. Et si j'applique ce traitement de faible puissance à un LDL bas, je n'aurai que 4,3% de réduction des événements cardiovasculaires. Alors, quel sera l'avenir? L'avenir seront des anti-PCSK9 injectables une fois tous les 6 mois qui vont permettre, en injectant 2 fois par an, d'obtenir, vous voyez, 40% de réduction du LDL avec ces traitements. Cette molécule qui s'appelle l'inclisiran est en phase d'évaluation. Donc, en 2021, quels sont les faits? Et on arrive aux conclusions. Les statines diminuent la mortalité en prévention primaire, c'est un élément acquis. Les statines ne sont plus les seuls traitements efficaces. Il n'y a pas de troubles des fonctions cognitives sous statine ou avec un LDL trop bas. Le plus bas est le mieux et au moins jusqu'à 0,20 g qui est la cible que j'essaye de me fixer. Donc mes messages de départ ont été clarifiés par cette présentation. Le HDL n'est plus un facteur de risque. Le statut des triglycérides reste ambigu. Le LDL est un facteur de risque cardiovasculaire. Plus on peut aller bas, mieux c'est. Le plus longtemps on peut aller bas, mieux c'est. Et tout l'effet des traitements aujourd'hui passe par la baisse du LDL. Les questions, ce sera mes diapositives de conclusion, jusqu'où le diminuer et quand dois-je lever le pied? Je diminue le plus possible et je lève le pied uniquement quand je suis en dessous de 0,2 g par litre. Implication, faire des seuils, les baisser plus encore, les abandonner. Le plus bas et le mieux, c'est le message le plus simple.
Faut-il traiter uniquement en fonction du risque cardiovasculaire? La réponse est oui pour moi. Je traite un patient en fonction de son risque et non pas de son LDL, et j'abaisse son risque en baissant le LDL le plus bas possible. En associant combien de traitements, ça dépend du risque de départ. S'il est à très haut risque et que j'ai du mal à baisser le LDL, j'utilise un anti-PCSK9 malgré son prix parce qu'il faut baisser le risque de ce patient. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, professeur Diawar, pour cette belle présentation. Je crois qu'on a le droit maintenant à une séance de questions avant de passer à la prochaine présentation. Et donc, j'en profite, puisque j'ai la parole, de poser quelques questions et je ferai dans l'ordre de votre présentation, puisque vous avez commencé par d'abord parler du HDL. Vous avez bien souligné, hein, c'est vrai que ce terme-là qui est de dire que le HDL est le bon cholestérol, il faut que ça, je suis entièrement d'accord avec vous, il faut que ça disparaisse. C'est une manière peut-être probablement plus ou moins pédagogique pour faire comprendre c'est quoi la dyslipidémie aux gens, mais finalement ça transmet des messages erronés. Qu'en est-il finalement de quand on est déçu par toutes les thérapeutiques qui ont visé le HDL, mais on dit qu'il faut penser au non-HDL. Et vous avez beaucoup insisté sur l'importance du LDL. Alors, LDL, oui, et après, on nous dit qu'il y a un risque résiduel et on nous fait penser à l'importance de prendre en considération ce fameux cholestérol non lié au LDL, le non-HDL. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une cible ou pas, ou est-ce qu'il faut tout simplement viser des taux les plus bas possibles de LDL et ce sera suffisant? Alors, le LDL, c'est une lipoprotéine qui contient des particules hétérogènes et d'autres qui sont plus ou moins neutres ou plus ou moins différents. Et le vrai facteur hétérogène est l'ApoB. Le mieux, mais on ne sait pas pourquoi ça n'a pas été fait comme ça, le mieux serait de doser l'ApoB, de faire des études de quantification d'ApoB et de régression de diminution de l'ApoB. Ça n'est pas fait comme ça, c'est tout, point. Donc on se base sur le LDL en sachant que plus les triglycérides sont élevés, plus on aura des valeurs fausses de LDL, mais plus le LDL est physiologiquement bas, plus les valeurs seront fausses aussi. Deuxième chose, certains traitements peuvent artificiellement baisser le LDL, je pense aux inhibiteurs de la CETP, alors que l'ApoB ne régresse que très peu. Quand on est dans un doute, on peut soit demander une ApoB, soit calculer soi-même le nombre HDL. Et dans les recommandations européennes, on voit les cibles qui sont fixées. Le plus simple aujourd'hui, et c'est simplement pour être pratique, comme le LDL est donné dans les bilans biologiques, dès lors qu'on n'a pas un trop gros niveau de triglycérides, on peut se fier au LDL, qui est la façon la plus simple de procéder. Si on a des triglycérides élevés, le mieux est non pas de calculer le LDL par la formule de Friedewald, qui est la plus employée, celle qu'utilisent les laboratoires de biologie, mais de le doser, en sachant qu'il y a cette petite marge. Les LDL bas seront moins bien quantifiés que les LDL un peu plus élevés, mais peu importe, s'il est bas, c'est tant mieux. Voilà un petit peu la philosophie pratique. Après, on pourrait rentrer dans les détails, mais ça devient beaucoup plus compliqué. Absolument. Et cette histoire de risque résiduel à travers laquelle on a voulu pour un certain temps, puisque je passe à l'étape suivante dans laquelle vous avez bien clarifié que les triglycérides, ce n'est pas une cible, les fibrates, ça n'ajoute pas énormément en matière de réduction des événements ischémiques. Eh bien, nous, on nous a pendant longtemps parlé de risque résiduel et que la solution, ce serait d'associer statine fibrate. Donc, si je vais dans le sens de ce que vous avez dit, non, le risque résiduel, c'est absolument pas ça, mais c'est plutôt baisser le LDL au maximum. Alors, il y a une chose évidente, c'est que le risque résiduel, c'est un concept bateau parce qu'il existera toujours. Si vous diminuez, on va prendre un élément simple, vous diminuez la vitesse en voiture, vous mettez des ceintures de sécurité et vous demandez aux gens de rouler à 30. Il n'y a pas zéro accident. Il y aura toujours un risque résiduel. Vous mettez les voitures à l'arrêt, il y aura moins de risques. Mais rien n'empêche à l'arrêt de se prendre un poids lourd et d'y rester. Donc, il y aura toujours un risque résiduel. Pourquoi ce concept a été mis en avant? C'est à la demande de 2 laboratoires en passant par une société de conseil qui s'appelle RAND, qui a dit
on ne pourra pas se battre contre les statines avec nos fibrates, et donc il faut trouver quelque chose qui fasse associer les fibrates aux statines. Là où le concept a fini par s'éteindre, c'est quand des études comme Accord, notamment, ont montré qu'ajouter un fibrate à une statine ne changeait pas grand-chose. Quand une étude comme Field, avec le fibrate chez 9000 diabétiques suivants, a montré que ça ne modifiait pas le risque cardiovasculaire. Donc, on avait un concept, mais on n'avait pas le traitement qui allait avec. Par contre, quand on a eu Improve-It et les études avec les anti-PCSK9, on a réduit encore le risque résiduel. Donc, le risque résiduel, il existe, peu importe, il ne doit pas être fait dans la théorie pour promouvoir un traitement. C'est un concept de base mais on doit démontrer que le traitement qu'on promeut par ce concept est efficace. Ce que n'ont pas réussi à faire les médicaments qui étaient promus par ce concept. Très bien, j'ai une autre question. Maintenant, je passe à une autre lipoprotéine pour un peu faire le tour de la question, qui est la lipoprotéine A, dont on a beaucoup parlé dans les recommandations, et qui est aussi hétérogène, voire plus que le LDL, et en plus, elle favorise les thromboses et les plasminogènes-like. J'avais compris pendant un certain temps que l'épuration de cette lipoprotéine est essentiellement rénale. Et de là, ma question, est-ce que chez les patients qui ont une maladie rénale chronique, il va falloir s'acharner plus sur le LDL, c'est-à-dire le baisser trop bas, en imaginant, comme vous l'avez dit, qu'en laissant des statines à forte dose pendant longtemps avec des LDL trop bas, on va pouvoir diminuer même cette lipoprotéine A et donc réduire. Est-ce que mon raisonnement est logique? Alors, je vais prendre la conclusion que j'avais donnée avec les triglycérides concernant la LP petit a. Son statut pour moi aujourd'hui reste ambigu. C'est sûr que c'est un marqueur de risque et on a beaucoup d'éléments pour dire que c'est thrombogène et athérogène comme le sont les triglycérides par ailleurs. On n'a pas la preuve absolue, mais certains essais avec des traitements spécifiques sont en cours pour essayer de démontrer qu'en ne visant que la LP petit a ou surtout la LP petit a, on va obtenir un bénéfice. Donc aujourd'hui, c'est un outil de recherche pur et simple. Et je n'irai pas dans la pratique donner des conseils quels qu'ils soient. On n'a aucune base solide pour le dire. La deuxième chose, vis-à-vis de l'insuffisance rénale, peu importe ce qu'on va dire le métabolisme de l'ALP petit a, on a pareil dans l'insuffisance rénale aucune preuve que modifier les taux de LP petit a apporte un bénéfice. Et dans l'insuffisance rénale, j'en profite juste pour dire une chose, il y a deux situations cliniques où les statines n'ont aucun bénéfice, enfin elles ont un bénéfice absolument nul, c'est dans l'insuffisance rénale dialysée terminale, malgré un risque cardiovasculaire qui est rédhibitoire, et dans l'insuffisance cardiaque, pour une raison simple, c'est que les patients meurent surtout du cœur plutôt que de leur vaisseau. Et tout ça pour dire que quand on a un risque élevé dans l'insuffisance rénale avant le stade d'insuffisance rénale terminale, le premier traitement, c'est de baisser le LDL pour diminuer le risque cardiovasculaire. Alors après, là où il y a une ambiguïté, c'est que parmi tous les traitements dont on dispose, certains, comme les anti-PCSK9, baissent aussi la LP petit a. Et on a pensé, certains émettent l'idée que le bénéfice des anti-PCSK9 viendrait principalement de leur effet sur la LP petit a. Oui, mais il faudrait alors démontrer par toutes les autres études qu'il y a une proportionnalité entre la baisse de LP petit a et la baisse des événements. Ce que l'on n'a pas, la seule chose que l'on ait, c'est cette proportionnalité avec le LDL ou le non-HDL. Parfait. Donc, moi, j'ai 4 questions courtes pour ne pas vous embêter davantage. Donc, ça va être courte avec réponse courte, si vous permettez. On va essayer court. Oui, mais je l'ai vu dans les questions qui tombent et je crois que c'est des craintes. Par exemple, la première, statine et risque de cancer. Alors, ça, c'est très simple. On a les méta-analyses dont on dispose ont pour certaines plus de 300 000 patients. L'effet sur quel que soit le risque de cancer est strictement neutre, ni en plus ni en moins. Ça ne prévient pas, ça n'augmente pas. Statine et prévention primaire, notamment chez quelqu'un qui est sportif, qui a aucun facteur de risque, qui est jeune, avec un LDL à 1,60. Alors, quand on est dans des populations où la question se pose,
je crois que le médecin ne doit pas forcer les choses et que c'est un choix individuel. Moi, j'ai un âge où je pourrais prendre une statine, je sais que je vais diminuer mon risque. Même si j'avais 30 ans de moins, je sais que je diminuerai mon risque. Si j'arrive à diminuer d'une millimole mon LDL, on l'a vu sur les droites de réaction que je vous avais montré, j'ai une forte probabilité de diminuer mon risque d'événement à long terme. Et après, ça devient un choix individuel, la prise en charge du risque. Est-ce que j'ai envie de fumer? Est-ce que j'ai envie de boire ou autre? Ça, je ne le fais pas, mais parce que là, c'est du moins, c'est un comportement que j'évite. Est-ce que je veux prendre un traitement en plus? Un médecin peut tout à fait conseiller à son patient un traitement qui lui sera probablement bénéfique à un faible degré si son risque est faible. En revanche, s'il veut, comment expliquer ça? Avoir des arguments, il peut rechercher chez son patient, et on a des fois des surprises, et c'est pour ça que ce n'est pas conseillé de le faire à large échelle, un score calcique coronaire ou un Doppler carotidien, c'est-à-dire rechercher déjà des traces d'athérome, ou un bilan lipidique plus complet, effectivement doser la L-peptida pour voir si ce patient est pareil. Mais si dans sa famille, il n'y a pas d'événement et que lui a une vie saine, c'est un choix personnel après. Parfait. Donc, comme promis, 2 questions courtes supplémentaires. En cardiologie, faut-il maintenant bannir les statines à faible intensité comme la simvastatine? Ma réponse est non pour une raison très simple, c'est le problème de dose maximale tolérée. Et pravastatine 10 mg, fluvastatine 20 sont parfois les seuls traitements qu'un patient puisse tolérer. Et tolérer parce qu'on est à faible dose. Et il vaut mieux ça que de la levure de riz rouge dont on ne sait pas la quantité de statine qu'il y a à l'intérieur. Donc, il faut les bannir de la pratique, mais il faut les garder en réserve pour les cas où on en a besoin. Très bien. Quelle place pour les fibrates en 2021? En cardiologie, je dirais. Alors, leur place est très simple. Ils ne sont pas inefficaces. Le problème est que, comme tout passe par le LDL, la réduction du LDL qu'ils procurent est très faible. Dans Field, on n'avait quasiment pas de réduction du LDL. Dans Accord non plus. Et en gros, même si on va vous montrer des études de petites séries à faible durée, on ne dépasse pas en moyenne 12% de réduction du LDL, ce qui est très faible. C'est-à-dire c'est moins que les éthymides. Et le problème des fibrates, excusez-moi, c'est que si vous regardez une étude comme Phil, qui est la plus grande contre placebo, on a une augmentation de 39% du risque de pancréatite et un doublement du risque de phlébite et d'embolie pulmonaire. Ce qui veut dire que le faible effet cardiovasculaire bénéfique sur les événements athérothrombotiques est malheureusement contrebalancé par des effets néfastes qui vont faire que la mortalité ne bouge pas d'un poil. Donc les fibrates sont quasiment des traitements de dernière intention, même si les triglycérides sont élevés. Pour ma part, je vous remercie énormément, Saïd et professeur Soulami, si vous avez… Juste 2 petites questions, si vous permettez. Je voudrais un petit peu savoir les PSK9, qu'est-ce que ça devient en France et combien ça va coûter? Est-ce que votre combat, vous l'avez eu? Est-ce que ça va être remboursé? Et puis, vous avez parlé du fait que les fibrates peuvent favoriser une embolie pulmonaire. Je voudrais savoir par quel mécanisme, s'il vous plaît. Alors, très clairement, on ne le sait pas. Pour la réponse sur les fibrates, enfin, ou on le sait peut-être, mais moi je ne le connais pas. Donc je vais dire, je me suis pas penché, j'ai juste constaté qu'il y a un effet concordant. Alors que les statines, paradoxalement, diminuent le risque de phlébite et d'embolie pulmonaire, comme les anti-PCSK9. Le dossier des anti-PCSK9 en France a évolué le 20 décembre, où il y a eu 2 publications au journal officiel qui en autorise le remboursement en prévention cardiovasculaire secondaire. Alors, les prix sont assez faramineux. En gros, c'est 450 € par mois. Vous voyez tout de suite l'ampleur. Mais il y a un schéma médico-administratif pour arriver à les prescrire qui est assez compliqué. Il faut une demande d'accord préalable, vérifier que le patient est dans l'indication, vérifier… alors, on ne peut pas le prescrire s'il est intolérant aux statines. On ne peut pas le prescrire s'il n'a pas une statine à la dose maximale tolérée, s'il n'a pas déjà de l'ézetimibe, s'il est candidat à la LDL AFRS. Quand on a rempli toutes ces… et s'il est en dessous de 0,7 de LDL. Donc, quand on a rempli toutes ces cases, on soumet la demande et on peut avoir l'autorisation de le prescrire pour 1 an et uniquement par des spécialistes. Le généraliste ne peut pas les prescrire, ne peut pas les renouveler. Et au bout d'1 an, le renouvellement est fait par un spécialiste et les spécialistes reconnus sont les cardiologues, les endocrinologues, diabétologues et les médecins internistes. François, s'il te plaît, 2 petites questions courtes concernant les patients
qui sont un petit peu les plus récalcitrants et qui ont encore un petit doute sur l'efficacité des statines et sur le risque des statines. Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, que par chance, le gros de la polémique, c'était 2013. Il y a encore deux énergumènes qui, sur Internet, remuent beaucoup les choses, mais le contexte médiatique est un peu parti, sauf qu'il reste cette idée, non pas les statines ne vont pas me protéger, mais les effets indésirables musculaires qui font peur. Et donc, il y a un effet nocebo qui est tout à fait net. On peut réussir, alors c'est pas du tout assuré, réussir à dire, vous savez, le bénéfice est tellement supérieur, d'ailleurs il y a une réduction de mortalité et des événements, et moi je montre carrément des courbes Kaplan-Meier sur mon écran, le bénéfice est là. Si vous prenez le traitement avec votre niveau de risque, le bénéfice est là. Les effets secondaires, on va les gérer ensemble, on va diminuer la dose et voir. Et très souvent, l'effet secondaire qui est rapporté, c'est j'ai mal à l'épaule, c'est souvent une périarthrite scapulo-humérale ou des choses comme ça. Et je leur dis clairement, les effets secondaires des statines, c'est pas ça. C'est pas je peux pas lever mon bras pour me peigner, c'est les douleurs diffuses comme quand on a fait du sport. Et quand on a un tout petit peu de pédagogie, on a l'impression que chez certains, ça va marcher, ce qui n'est pas absolu. C'est toujours une discussion un peu plus longue dans la consultation. Le patient qui a un prédiabète et qui a un petit peu cette hantise et qui a entendu parler que les statines peuvent précipiter vers le diabète, qu'est-ce que tu lui réponds? Alors ça, c'est assez facile. Je lui dis, il vaut mieux vivre plus longtemps avec un diabète sans infarctus. Bonjour. Il vaut mieux vivre plus longtemps avec un diabète et sans infarctus que faire un infarctus et ne pas avoir de diabète. Et que donc vous êtes gagnant à avoir le traitement. Alors, j'enrobe ça, je dirais. Même si vous avez un petit risque d'augmenter, de devenir diabétique, vous avez un beaucoup plus forte chance de réduire votre risque d'infarctus et d'AVC en prenant le traitement. Absolument, merci. Merci beaucoup. Merci énormément pour cette belle présentation et pour vos réponses très claires. Je crois qu'on va passer maintenant à la deuxième présentation. Professeur Saad Soulami, à toi la parole. Merci, merci.